Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bonsoir à vous Jean-Luc Mélenchon. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. On va commencer très directement. Comment vous qualifiez la séquence que traverse le pays aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon? Ça sent l'histoire. C'est une situation tout à fait hors du commun. On peut dire vraiment au sens littéral extraordinaire. Rien ne se passe comme on pouvait imaginer que cela irait. Cette dissolution, personne ne peut condamner le recours au peuple dans une démocratie, mais elle tombe dans des conditions invraisemblables, au sens où nous sommes assaillis dans les urgences de toutes sortes, que nous sommes à quelques jours de Jeux Olympiques pour la première fois dans notre pays depuis bien longtemps, et que, par conséquent, il nous faut, dans un délai extraordinairement bref, on peut dire, à la limite de ce qui est réellement démocratique, en 3 semaines, il faut que les dirigeants politiques et les citoyens, qui ont conscience dans leur immense majorité du caractère terrible de la période dans laquelle ils vivent, il leur faut prendre une décision, et il leur faut prendre une décision claire pour le pays. C'est-à-dire ne pas avoir des élections qui, une fois de plus, laisseraient tout en suspens. Et on verra après, on réglera après, comme ça a été le cas chaque fois qu'on a terminé dans un face-à-face entre le pouvoir et le Rassemblement national. Voilà pourquoi c'est si compliqué, et puis les gens sont assaillis de problèmes. Il faut quand même se rendre compte de la souffrance sociale sur le terrain. Alors tout ça fait que nous sommes appelés à nous comporter d'une manière sans doute différente, compte tenu de la gravité des choses. C'est-à-dire, différemment comment? Il faut y mettre plus de sérieux, moins de goût pour la chicaya et les disputes et les petites guerres. Il faut poser les enjeux en sachant à quel point beaucoup d'éléments nous échappent. Par exemple, nous sommes menacés de guerre, puisque les Français sont en ligne, en première ligne, sur à peu près tous les fronts où il y a aujourd'hui guerre ou risque de guerre. Il faut que nous sachions aussi comment nous allons réagir à cette situation inouïe qui est que l'Europe décide de nous mettre au piquet, si j'ose dire, puisque nous sommes montrés du doigt pour déficit excessif, etc., etc. Je ne vais pas faire la liste. Alors, si vous voulez, c'est grave, et en même temps, pour des gens comme nous, qui, je veux dire des gens du nouveau Front Populaire, et plus spécialement des Insoumis, qui ont en vue un programme de transformation de la société, c'est aussi un moment d'espoir, parce qu'on se dit, on peut aller dans cette direction, on peut vivre autrement, on peut faire autrement pour la paix, pour l'écologie, voilà. Vivre autrement, comment? On va rentrer dans le concret. Oui. Votre programme, Jean-Luc Mélenchon, si le nouveau Front Populaire, justement, arrivait au pouvoir, quelle serait la première mesure qui serait prise? La première, elle est hautement symbolique, parce qu'elle nous renvoie au moment que nous venons de vivre. Il ne faut pas qu'un coup chasse l'autre, comme ça. C'est l'abrogation de la retraite à 64 ans. Donc, si vous voulez, nous sommes en majorité le 8, il faut une semaine pour faire un gouvernement, mettons 10 jours. Et au bout de 10 jours, tous les décrets de passage de la retraite à 64 ans sont annulés, et nous revenons à la situation hantée, et on met en route, c'est-à-dire tous ceux qui ont 62 ans là, partent en retraite au mois de juillet. Alors, la promesse de la retraite à 60 ans, on va commencer par là, elle est comprise comme retraite à taux plein. Je vais vous demander si ce sera bien le cas, Jean-Luc Mélenchon, parce que ce qu'on comprend de votre programme, c'est que, oui, si vous avez commencé à travailler à 24 ans, vous pourrez partir à 60 ans, mais pas à taux plein, avec une décote et potentiellement importante, dissuasive. Vous pouvez partir, mais avec une petite retraite. Est-ce que ça ne ressemble pas un peu à une fausse promesse? Vous savez très bien que certains vont le prendre comme ça. Oui, bien sûr, et surtout que la perfidie sera là pour les aider à penser de travers. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le plan de marche. Le plan de marche est de revenir à une situation décente pour la retraite. Alors ça veut dire à la fois sur la question de l'âge, ça veut dire sur la question des annuités, et ça veut dire sur la question du niveau. Tout a été tellement saccagé et détruit qu'il n'est pas possible de tourner brusquement. Donc on est obligé de le faire par étapes. Par étapes, ça ne va pas durer l'éternité, mais on ne peut pas le faire en 24 heures ou on ne peut pas le faire par un vote dans la semaine qui suit. Déjà, passer de 64 ans à 62 ans, ça sera fait immédiatement. Ensuite, pour passer à 60 ans, tout le monde comprend qu'on ne peut pas appuyer sur l'accélérateur d'un coup. Donc l'idée, c'était qu'on augmente les cotisations qui contribuent à la retraite, les cotisations patronales et cotisations employées, de 0,25 par an. Et ensuite, on va passer à la période où, normalement, les bénéfices de la relance de l'activité économique que prévoit notre programme, parce que nous injectons sur 5 ans, alors on va dire sur 2 ans pour qu'on tombe sur le chiffre sur lequel nous sommes tous d'accord,
150 milliards qui ne sont pas, contrairement à ce que j'entends raconter, financés par la dette ou financés par l'impôt qui pèse sur le commun des mortels. Il va être financé de deux manières. D'abord, les revenus du capital qui ont été soulagés d'absolument toute contrainte, ils vont revenir à une situation plus normale. Ils vont eux aussi prendre leur part, comme le travail, au bien commun. Alors ça veut dire que toutes sortes de recettes abusives qui ont été données en cadeau aux actionnaires, par exemple 223 milliards d'aides soi-disant aux entreprises, dont on n'a pas retrouvé la trace dans l'économie. C'est-à-dire, on aurait dû retrouver, après ces cadeaux faits de toutes sortes, on aurait dû retrouver des milliards en investissement. Des machines qu'on achète, des usines de plus, rien de tout ça. Tout cet argent a disparu dans la sphère financière. Et par conséquent, il s'agit de ramener l'argent dans la production réelle, le bien-être réel, les choses que l'on fait réellement. Donc le capital va être mis à contribution et il va l'être assez lourdement, il faut le dire. Mais je tiens à ce que tout le monde entende. Ce n'est pas l'impôt sur le revenu de 92% des Français qui, eux, vont payer ou moins ou la même chose qu'avant. Cela va peser, oui, je dis à qui, sur le sommet de la pyramide sociale. C'est à partir de quoi, le sommet de la pyramide sociale? Parce que nous, on comprend que c'est à partir de 4 000 € que les impôts commencent. Oui, c'est vrai. Alors, jusqu'à 4 000 €, personne ne paye plus, par déclarant, pas par famille. Personne ne paye plus, ou au minimum paye la même chose. Bon. Ensuite, à partir de 4 000 €, le tarif va être progressif. Mais attendez. On est riche à partir de 4 000 €? Je ne sais pas si le mot convient. Ce que je sais, c'est comment on s'organise. Pour l'instant, écoutez bien, il y a 5 tranches. Bon. Quand vous avez 5 tranches, il n'y a pas besoin d'être un aigle en fiscalité pour comprendre que tout pèse sur le milieu. Oui, surtout quand on allège à l'un des bouts. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est que nous créons une plus grande progressivité. Et nous faisons 14 tranches. Donc, le poids qui pèse sur la classe moyenne et la classe moyenne supérieure va s'alléger. Pardon de dire qu'avec 4 000 € par déclarant, on vit déjà plus confortablement que par exemple au SMIC. Donc vous proposez une hausse d'impôt à partir de 4 000 € par exemple. Mais si on comprend bien aussi le reste du programme, et vous m'arrêtez si je me trompe, les heures supplémentaires, elles seraient frappées dans votre programme également de charges sociales. Pareil pour l'épargne ou la participation. Dans ces conditions, dire qu'en dessous de 4 000 € on n'est pas impacté par vos mesures, en termes de fiscalité, ça ne semble pas tout à fait les conditions réunies. Attendez, nous ne sommes pas... Il faut raisonner en termes d'économie globale. Il faut que tout revenu participe, par cotisation sociale, à tout ce qui concerne l'assurance sociale, la maladie, la famille qui crée des charges supplémentaires, la retraite, etc., etc. Par conséquent, c'est un principe de base. Si les Français n'en veulent plus, mettons, on leur dit, écoutez, vous choisissez la sécurité sociale ou les assurances privées. Eh bien, il y a des pays qui ont fait ça, qui ont dit, la sécurité sociale, ça coûte trop cher, donc les assurances privées. Ça coûte 10 fois plus cher. Par conséquent, le principe qui est le nôtre, c'est progressivement, tout revenu contribue au bien-être commun. Car qui que vous soyez, riche ou pauvre, qui que vous soyez, vous tombez malade, qui que vous soyez, vous devenez vieux un jour, qui que vous soyez, vous avez des enfants, et qui que vous soyez, vous voulez que vos enfants soient éduqués, vos malades soient soignés, etc., etc. Donc, c'est un principe de vie commune. La sécurité sociale, est une vision de la vie. C'est pas seulement un système d'assurance. Ça veut dire, à chacun contribue selon ses moyens et chacun reçoit selon ses besoins. Que vous soyez riche ou pauvre, vous serez soigné de la même manière pour votre cancer. Et vous dites aussi, on va de toute façon augmenter les salaires. Vrai ou faux? Oui. Oui, mais les Français qui nous regardent et qui disent, très bien, moi, la France insoumise, le nouveau Front populaire augmente mon salaire. Mais par ailleurs, on m'en prend sur les heures sup. On m'en prend sur l'épargne, on m'en prend sur la participation. Moi, j'ai du mal à voir où se retrouve mon bénéfice. Parce que vous connaissez sans doute des gens qui font tout ça à la fois. Mais le problème des heures supplémentaires, je voudrais vous rappeler que pendant plus de 50 ans, 60 ans, les heures supplémentaires ont cotisé. Et j'ajoute, on les faisait payer plus cher au patronat. Et un jour, quand on est passé aux 35 heures, la 36e heure avait une surcote, vous le savez. Vous étiez payé davantage pour votre 36e heure, la 37e, la 38e. Et on a décidé qu'on diminuait cette surcote. Ce fait que vous étiez payé davantage. Si bien que les heures supplémentaires ont coûté de moins en moins à ceux qui décidaient de les proposer. Car je rappelle une chose, ce n'est pas vous qui décidez de vos heures supplémentaires, c'est votre patron. C'est lui, pour des raisons qui lui appartiennent, mais c'est lui qui décide si oui ou non vous faites des heures sup. Donc, pour le fonctionnement de l'entreprise, ça veut dire, vous, l'individu lambda, vous travaillez davantage
pour moins cher. Pardon madame, mais ça porte un nom, disons dans la vie courante, ça s'appelle l'exploitation. Là, ça s'appelle peut-être autrement, mais ça en est. Il faut que les heures supplémentaires coûtent. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, plutôt que pour avoir recours aux heures supplémentaires, on crée des emplois supplémentaires. C'est toujours la même chose. Il faut travailler moins pour qu'on travaille tous et qu'on travaille mieux. Il faut qu'on s'arrête sur l'autre mesure qui est, on va le dire, quand même fortement critiquée par les adversaires de la gauche. C'est l'augmentation du SMIC à 1600 euros net. Accusée par le gouvernement, les patrons aussi, de représenter un danger pour l'emploi dans les entreprises. Et quand on parle de patrons, là, on ne parle pas que des grands patrons, Jean-Luc Mélenchon. Vous avez certainement entendu des témoignages en radio, en télé, d'entrepreneurs, artisans, TPE, PME qui disent « Ok, très bien, mais nous, on ne peut pas assumer ça ». C'est quoi les compensations? Alors, nous, on a suivi le débat hier sur TF1. Manuel Bompard, encore sauf erreur de ma part, dit « prêt à taux zéro ». Prêt à taux zéro, ça reste un prêt. Certaines de ces entreprises, elles ont du mal à sortir déjà de leur endettement Covid. Vous avez raison. Est-ce que ce n'est pas la promesse de plus de surendettement pour ces petits entrepreneurs? Donc je vous donne raison, mais écoutez maintenant les arguments contre. Parce que les arguments contre ne sont jamais présentés. Donc on interroge les gens, on leur dit « Est-ce que vous pouvez donner, patron, vous pouvez donner 1000 euros de plus, 500 euros de plus, 300 ?» Le gars, la fille, il gère son truc, il dit « Ah là là, et comment je vais faire ?» Donc évidemment qu'en créant de la peur, on provoque des réponses qui sont des réponses de peur et pas des réponses concrètes. Il faut là à nouveau avoir une vision plus globale sur le fait économique. Mais je commence d'abord par vous rassurer sur des points précis qui reviennent tout le temps dans la discussion. Premièrement, je veux faire une remarque de caractère général. Dès qu'il s'agit d'un petit bonheur, c'est tout le temps, depuis qu'il y a une droite et une gauche dans ce pays, tout le temps, à toutes les élections, toute augmentation de salaire est présentée comme la ruine pour le pays. Et on discute pendant des heures, comme on va encore le faire ce soir, et c'est bien qu'on le fasse, de savoir si... Oui, mais bien sûr, si ça coûte pas. Mais permettez d'avoir un regard civilisationnel, en quelque sorte. Madame, et le prix du malheur, quand est-ce qu'on le compte? Parce que, prenons un exemple, quelqu'un qui est mal payé, qui est payé ric et rac, ou qui n'a pas assez d'heures pour gagner assez. Quand il lui s'agit pour lui de manger, vous êtes d'accord que tout le monde mange. Et on peut penser que 3 repas, c'est à peu près ce qu'il faudrait. Aujourd'hui, nous avons 8 millions de personnes qui vont à l'aide alimentaire. Mais ceux qui n'ont pas à l'aide alimentaire, ou qui vont acheter, ils vont acheter quoi? Ce qui leur coûte le moins cher. Et ce qui leur coûte le moins cher, c'est de la nourriture qui n'est pas d'aussi bonne qualité que la nourriture bio, qui est réservée à ceux qui ont de l'argent, qui n'est pas, etc., etc. La malbouffe dans notre pays, combien ça coûte? 50 milliards. On en parle jamais. Vous avez parlé blocage des prix, Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, oui, je vais évidemment que nous allons bloquer les prix, mais quand on parle du SMIC, c'est pareil, c'est un chiffre. Non, le SMIC, c'est un être humain. 80% des femmes sont payées au SMIC. 80% des SMICards sont des femmes. Autrement dit, le SMIC, c'est le salaire des femmes dans ce pays. Donc, si vous considérez que c'est une abstraction, c'est que vous oubliez combien de familles reposent exclusivement sur la femme et sur ses revenus. C'est qu'on méprise le fait que ce travail qui est indispensable est fait par des femmes. Et attendez, je continue sur une autre idée, parce que toutes les choses qui nous sont reprochées doivent être prises en compte. Après, on parlera financement. Oui, on va en parler, c'est le plus facile. Mais commençons par d'abord bien regarder comment ça marche ou ça ne marche pas. Jamais. Ce n'est pas vrai, car les emplois au SMIC sont très peu présents dans les activités économiques qui sont exposées à la compétition internationale. Parce que pour être dans la compétition internationale, souvent il faut un très haut niveau technique, et les hautes qualifications professionnelles sont les mieux payées dans notre pays. Vous n'allez qu'à aller voir Airbus s'il y a beaucoup de SMICards. Il y en a à peine 3% dans la sidérurgie, il y en a à peine 5% dans la chimie, qui sont des produits par définition qu'il faut vendre sur toute la Terre. Par contre, c'est 80% dans l'aide à la personne, pour les aides maternelles, pour tous ces métiers techniques, la restauration. Vous n'ouvrirez jamais votre restaurant à Shanghai parce que le SMIC coûte trop cher en France. Vous savez très bien que je vais vous poser la question des déficits derrière tout ça. Bien sûr. La question des déficits. Reconnaissez-vous que votre programme risque d'augmenter le déficit, ou en tout cas, à minima, ne permettrait pas de le réduire autant que l'Europe le souhaiterait? Ma question est celle-ci. Si le nouveau Front populaire prend le pouvoir, est-ce que vous irez négocier avec l'Europe? Alors attendez, on va prendre en 2 points. Reconnaissez-vous que vous allez créer un déficit? Mais non, ou à attendez. Minima, peu importe. Que ça ne permettra pas C'est de le réduire. contraire qui va se produire. Parce que, regardez bien comment marche la machine économique France. 53% de la richesse qui est produite, c'est de la consommation populaire. 80% de ce que achètent les gens, c'est produit en France. Il faut quand même se rappeler de ça. Bien sûr, les objets
contiennent des fois des produits importés, c'est le cas. Mais les objets du courant, des choses dont on a besoin dans la vie, 80% c'est produit en France. Donc, l'argent que nous allons donner à tant de gens qui n'en ont pas ou qui n'en ont pas assez va immédiatement aller alimenter cette consommation populaire qui va remettre en route. C'est une des réponses, l'activité. Nous avons une politique du carnet de commandes, c'est ça qu'il faut comprendre. Les patrons qui me disent « Ah ben moi je sais pas où je vais trouver les sous que tu me demandes », je lui réponds, parce que j'ai quelques copains patrons, moi aussi, et je leur réponds « Mais écoute, mais si le carnet de commandes se remplit, tu payes ou pas ?» Il dit « Ah, c'est plus pareil. Si le carnet de commandes se remplit, je peux payer, parce que nous allons être sur d'autres échelles. » J'ai répondu à votre question et je réponds en même temps à la question des déficits. Non, il n'y a pas de déficit dans notre calcul. Nous payons tout ce que nous mettons en plus par de l'impôt sur la part la plus haute. Madame, je vous ai dit tout à l'heure un chiffre qui n'a pas l'air... Mais vous n'avez pas écouté. Ça ne réduira pas le déficit au niveau des 3% attendus par Bruxelles. J'y viens, mais on fera tout. Vous inquiétez pas. On fera tout. Mais je commence tout à l'heure, je vous ai dit un chiffre. Je vous ai dit, il y a 223 milliards d'impôts que payaient autrefois les actionnaires, les très grandes entreprises, et qu'ils ne payent plus. C'est ce que François Hollande ou M. Macron appelaient le choc de compétitivité. C'est-à-dire tout d'un coup on enlève ce qu'ils appellent des charges qui pesaient sur le capital et celui-ci allait remplir les caisses et ça allait ruisseler. Rien n'a ruisselé. Par conséquent, que s'est-il passé? Chaque fois qu'on a enlevé, et c'est comme ça que je réponds à la question de l'Europe, chaque fois qu'on a enlevé des recettes, puisque ces impôts ne rentraient plus, eh bien, il n'y avait que deux solutions, puisque ça crée un déficit, de retirer des recettes. Si je vous retire une partie de votre paye, c'est clair que vous allez devoir changer votre mode de vie. Donc on retirait des recettes, et donc à partir de là, il y avait un déficit. Comment le comblait-il? Premièrement, par de l'emprunt, deuxièmement, en coupant des services publics. C'est cette politique qui est une catastrophe. Et vous savez... Alors, l'Europe va nous dire, vous êtes dans les 7 pays alignés comme déficit excessif. Est-ce que vous irez négocier avec Bruxelles pour leur dire, il faut revoir les choses, nous on a besoin d'un autre rythme, on ne sera pas à 3% du déficit, accepter nos règles, etc. Non, on ne fera pas ça. On ira discuter et on leur dira, vous avez raison, nos recettes sont insuffisantes. Nous allons donc les augmenter avec un plan de marche pour qu'on les augmente dans des conditions telles que le déficit vienne à être comblé. Donc la décision de l'Europe... Mais vous croyez que Bruxelles l'entendra, acceptera en disant, ok, très bien, la France, effectivement, prenez votre temps avec votre... Non, mais je vous pose des questions comme elles se posent dans les esprits. Est-ce que vous pensez que Bruxelles vous dira, ok, très bien? Ils ne peuvent pas faire autrement, parce que je rappelle quand même qu'on reste des États souverains. Nous ne sommes pas une fédération. En termes de rapport de force, on est avant-dernier, juste avant l'Italie, en termes de déficit, etc. Est-ce qu'on peut encore peser, notre voix, elle peut encore porter pour dire, du côté de Bruxelles, maintenant écoutez-nous, on va faire un peu avec nos règles? Il ne faut pas avoir une vision misérabiliste de la France. La France, c'est 18% de l'économie de l'Union européenne. C'est la deuxième puissance économique. Quand on se met nous et les Italiens sont les troisièmes, et les quatrièmes sont les Espagnols. Vous savez qu'on a été beaucoup méprisés. On nous appelait le Club Med à un moment donné. Madame Merkel avait eu cette expression terrifiante avant de dire des horreurs du genre nous n'avons pas à travailler pour payer les retraites des Portugais. Bien, on leur a jamais demandé de travailler à notre place et nous sommes capables de vivre sans l'aide de personne. La preuve, c'est que chaque année, la France donne 9 milliards de plus qu'elle ne reçoit. Or, quand régulièrement j'entends dire « Ah, on n'aura plus l'argent de l'Europe ». Pardon, l'argent de l'Europe, ça n'existe pas. L'argent de l'Europe, c'est de l'argent que la France donne à l'Europe et qu'ensuite revient à la France d'après les normes qui sont celles de l'Europe. Nous donnons 9 milliards de plus que nous recevons. Nous pourrions dire à l'Europe « Écoutez, on est d'accord que les plus riches payent plus que ceux qui ont moins ». Pourquoi pas? Mais là, on a besoin d'une pause. Regardez bien, 9 milliards par an multiplié par les 2 années qui viennent, ça fait 18 milliards. Ça va déjà mieux, non? Vous avez eu cette phrase, vous avez dit on n'a pas besoin des autres pour vivre. Il faut qu'on le comprenne. Vous avez dit ça là à l'instant. De l'Europe en tout cas. Non, mais quel sera votre rapport à l'Europe quel serait votre rapport à l'Europe si le nouveau Front populaire arrivait au pouvoir? Et surtout dans un contexte qui est historique et particulier avec le retour de la guerre sur le continent européen. Alors commençons par le rapport à l'Europe et tout de suite chasser des démons qui n'existent pas. Il n'est pas prévu dans notre programme, ni pour 2 ans, ni pour 3 ans, ni pour 5 ans, de sortir de la monnaie commune. Article 1. Deuxièmement, on ne voit pas pourquoi, nous qui sommes partisans de la coopération internationale, on serait contre la coopération avancée qui existe en Europe. Il est certain qu'un certain nombre de règles en Europe sont absurdes ou contre-performantes. Et
nous les ferons discuter. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit jusqu'à présent. Les gouvernements français couraient devant parce qu'ils pensaient, ils avaient un modèle économique en tête qui est en gros porté par les textes fondamentaux de l'Union européenne. Concurrence libre et non faussée, ouverture du marché, à grande ouverture sur le marché mondial. Toutes ces choses ne sont plus possibles. Les Américains y ont renoncé. Monsieur Sullivan, qui est un des dirigeants américains actuels, a dit « c'est fini la période où baisser les droits de douane et interdire les subventions était notre politique. » Ce sont les Américains eux-mêmes qui le disent. Alors Madame von der Leyen, qui ne comprend pas les choses aussi vite qu'il faudrait qu'elle les comprenne, a pris la politique des Nord-Américains qui consiste à subventionner leur industrie comme une bonne nouvelle écologique. Il y a une donnée là qu'on n'a pas pris en compte. J'insiste sur le contexte de retour de la guerre sur le continent européen. Ce qui m'amène en fait à une autre question. J'ai pas fini alors, donc on peut d'abord répondre à la guerre. Alors allez-y, donc on est dans un contexte de retour de la guerre. Mais j'allais vous poser la question justement de la défense. Vous voyez, oui, bon, allez-y. Mais ce que d'abord je veux vous dire, c'est n'imaginons pas des conflits que nous n'aurons pas besoin de mener. Nous sommes une grande nation européenne. Vous pensez à quoi? Mais parce que vous venez de me dire, alors est-ce que vous croyez qu'on pèse en Europe? Enfin écoutez, il faut être sérieux quoi. On parle de la France. On ne parle pas d'un pays qui, par exemple, comme les Grecs, représentait 2% de l'économie européenne. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Je vous rappelle une chose très simple à comprendre. La France, avec 3 000 milliards de dettes, d'accord? La France, si elle ne peut plus payer, à votre avis, à qui ça pose problème? Non mais pardon, je pose la question. Personne n'a intérêt à allumer le feu dans le baril de poudre. Et donc ma question de la voix de la France, de notre voix, la vôtre, si c'est le nouveau Front populaire qui arrive en marche, dans un contexte de retour de la guerre sur le continent européen. Quel sera votre rapport à l'Europe? Dans quelle mesure vous ferez avec les autres nations parce qu'il y a des décisions communes à prendre? Est-ce que vous vous en affranchiriez parce que vous n'êtes pas forcément raccord avec la stratégie, l'envoi des armes, l'adhésion à l'Union européenne, etc. Alors sur l'envoi des armes, quoi qu'on puisse penser à l'intérieur de la gauche, parce qu'il y a plusieurs points de vue, mais dans le programme, il n'est pas prévu qu'on arrête d'envoyer des armes. Il n'est pas précisé quelles armes vous pourriez envoyer. Oui, c'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait un débat sur les armes offensives et défensives. C'est un discours très intéressant, mais qui a peu de rapport avec la réalité. Prenons donc les choses comme elles viennent, comme elles se présentent. La guerre en Europe, en Ukraine, est une guerre où l'Ukraine a raison et la Russie a tort. C'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. Par conséquent, notre devoir, nous, Français spécialement, qui avons été envahis 4 fois par notre voisin en un siècle. Nous ne pouvons pas accepter que les différends, quels qu'ils soient, soient réglés par des méthodes qui consistent à passer la frontière avec des armes. Voilà, on ne peut pas être d'accord. Donc, nous, Français, ex-envahis à multi-reprises... Vous n'êtes pas d'accord entre vous, d'ailleurs, au sein du nouveau Front populaire, sur les limites des frappes en Russie? Ah non, mais attendez, une seconde, prenons les choses dans l'ordre. Donc, d'abord, l'Ukraine a le droit et le devoir de se défendre. Et naturellement, il n'y a aucun désaccord entre nous sur cette question. Maintenant, il y a une deuxième question. Car il est facile, sur un plateau ou en chambre, d'imaginer des stratégies. Les Français sont en première ligne sur tous les champs de guerre actuels. Nous avons 2000 militaires français en première ligne, qui sont en Roumanie, qui sont en Pologne, qui sont en Lituanie, etc., etc. Nous y avons des avions, nous y avons des chars, mais en quantité telle que s'il y avait un choc entre l'un quelconque de ces pays qui est à la frontière de l'Ukraine avec les Russes, nous serions instantanément des co-belligérants. Donc c'est ça qu'il faut éviter à tout prix. Donc on ne doit pas avoir une discussion abstraite, armes offensives, défensives. Tout ça, ce sont des cloneries. Ce qui compte, c'est est-ce que nous ne voulons pas de la guerre avec la Russie ou pas? Car la Russie est un pays sérieux. Et il est dirigé par quelqu'un qui prend au sérieux ce qu'on lui dit. Quand M. Macron dit « nous allons finir par être sur le terrain », il comprend ça comme un message d'agression. Or, nous ne pouvons pas avoir comme message l'agression. Donc vous dites, on est en risque, et du coup je ne comprends pas forcément très bien pourquoi on a l'impression que la défense est la grande oubliée des programmes du Rassemblement national, de la majorité du campagne présidentielle, ou même du nouveau Front populaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre plus de place, donner plus de place, donner un budget pour la défense plus fort, avec un avenir, dire comment on fait, etc. Puisque vous citez vous-même nos troupes, etc. Bon. Pardon de vous le dire, mais il faut suivre l'actualité quand même. Il y a eu un débat, non mais je suis obligé de vous le dire, parce que vous me dites, est-ce qu'il faudrait plus? Apparemment, vous n'avez pas l'air informé du fait qu'il y a beaucoup plus. Et que M. Macron a fait voter une loi de programmation et que personne n'a proposé de la revoir. Il promet un doublement du budget dédié à l'horizon 2030. Bon, alors si ça ne vous suffit pas...
Non, mais c'est pour dire, bien sûr, je sais que vous suivez et que vous vous intéressez aux questions internationales, je le sais, sinon on ne parlerait pas. Mais bon, donc tout ça est prévu. Moi, j'ai de forts doutes sur le contenu de cette programmation et sur qu'est-ce qu'une armée au XXIe siècle. Qu'est-ce qu'une armée qui, si vous voulez qu'on parle des questions de défense, qui sont un de mes sujets favoris, quelle est la place du spatial là-dedans? Tout le monde sait que la partie se joue en grande partie dans la relation entre le spatial et le terrestre, parce que c'est toute l'organisation du renseignement et des communications. Tout le monde sait qu'une partie va se jouer dans la mer, parce que tous les câbles qui nous relient les uns aux autres sont des structures qualifiées par l'Europe elle-même de stratégiques. Par conséquent, c'est un autre débat, mais le contenu de la loi de programmation militaire, à mon avis, doit être reconsidéré. Quant aux moyens militaires dont la France dispose, il faut savoir qu'ils ne sont pas aussi importants qu'on pourrait le croire. Et que par conséquent, faire le saut qui nous mettrait au niveau de qui? De quoi? Pourquoi faire? Faire la guerre à qui? J'ai toujours dit, quand on parle d'une Europe de la défense, parce que vous avez vu comment on est passé de l'Europe c'est la paix à l'Europe de la défense, et maintenant nous en sommes à l'Europe de la guerre. On est passé comme ça, d'un sujet à l'autre, sans qu'il y ait de débat jamais. À qui prévoyons-nous de faire la guerre? Et donc, au niveau de quel adversaire devons-nous nous mettre? Ça, c'est la question numéro 1. Et votre réponse à ça? Personnellement, pour l'instant, comme on est là, je m'occupe d'une chose, la sécurité de la France. Comme tout le monde d'ailleurs. D'ailleurs, tout le monde fait des grandes phrases, mais la vérité à la fin, c'est que tout le monde compte sur la dissuasion nucléaire, sachant que pour nous les Français, non mais je veux qu'on m'entende, pour nous les Français, la dissuasion c'est une arme posthume. Vous savez qu'au riposte, si nos intérêts vitaux sont mis en cause. Nous sommes un pays dont la surface n'est pas celle, pour prendre l'exemple de la Russie est étalée sur 11 fuseaux horaires. Par rapport à 11 fuseaux horaires, nous qui sommes sur même pas un, il est clair qu'on voit l'étendue du territoire qui montre quel est l'impact d'une guerre nucléaire. Pardon, mais c'est de ça dont on parle, madame, d'une guerre nucléaire. Alors, voilà pourquoi je n'en veux pas. Tout ce dont on vient de parler, il faut encore pouvoir avoir les mains libres pour pouvoir l'appliquer. J'en viens au point suivant. Je reviens à cette question. Si le nouveau Front populaire obtient une majorité, je dis bien relative, majorité relative. Que faites-vous le 8 juillet au matin? Vous savez qu'on entend toute la journée, de plus en plus, le pays sera, quoi qu'il en soit, ingouvernable. Vous faites comment pour avancer? Est-ce que vous gouvernez à coup de 49-3, par exemple? Ou est-ce qu'on fait une dictature? Pourquoi pas, pendant que vous en êtes aux hypothèses? Pourquoi ferions-nous le contraire de ce qui nous motive? Le 49-3, ça a été un reproche qui a été fait à la majorité. Je vais vous décevoir, on va prendre la question par un autre bout. Je n'ai pas l'intention de faire de la politique fiction. Le 8 au matin, nous verrons. Et en fonction de la situation, nous nous adapterons, sachant que nous, on a une ligne de marche. Nous voulons changer la donne dans notre pays. Nous ne sommes pas là pour faire des combinazioni, des arrangements et des choses comme ça. Ce pays sera gouvernable si les Français savent ce qu'ils veulent. Et à la fin, il faut que tous se disent qu'on a les gouvernants qu'on mérite. C'est-à-dire que les Français doivent s'interroger très profondément, à se demander qu'est-ce qui est bon pour la patrie, à ce moment-là. Et si vous n'êtes pas entièrement convaincu d'une chose, alors faites une autre. Mais il ne faut pas infantiliser le peuple français. Le peuple français, il réfléchit, il regarde, il comprend. Et vous voyez, là, nous venons de parler de la guerre. Je suis heureux d'avoir pu le faire, mais nous n'avons pu parler que de l'Ukraine. Nous avons, en ce moment, l'armée de M. Netanyahou se prépare à intervenir au Liban. L'armée de M. Netanyahou entrera par le sud du Liban. Je demande qu'on respecte la frontière du Liban. De l'autre côté de la frontière, les Français sont en première ligne. Il y a 700 casques bleus. Que se passe-t-il si, pour une raison ou pour une autre, les Français sous casque bleu se trouvent être pris dans les combats? Vous savez que du temps du président Mitterrand, après qu'on ait eu un attentat dans le site où se trouvaient nos militaires, nous avons perdu 50 de nos compatriotes dans cette affaire, nous avons riposté. Vous savez que M. Chirac avait dit que dorénavant, même avec un casque bleu, on ne touche pas un Français, surtout s'il a un casque bleu. Je prends l'exemple du Liban et je vais vous montrer, en disant ça, pourquoi nous avons intérêt au cessez-le-feu à Gaza. Parce que si on cesse le feu à Gaza, la guerre cesse de se propager. Et on fait ce qu'il faudra faire à un moment ou à un autre. Tout le monde discute. J'ai pris l'exemple de ça et je veux absolument pas qu'on finisse notre entretien sans que j'ai pu... On a encore du temps. Oui, lancer l'alerte à propos de la guerre. Aujourd'hui, le cœur de la préparation du monde à la guerre n'est pas en Europe. Il n'est pas en Méditerranée.
Quoique pour nous, tout ça nous concerne beaucoup. Hein. L'Ukraine, c'est la Méditerranée à cause des centrales nucléaires. Gaza, le Liban, c'est la Méditerranée parce qu'il se trouve directement sur le bord. Nous sommes 500 millions. Mais je veux attirer l'attention de tous ceux qui nous écoutent. En ce moment, le cœur du monde, là où est 50% de la population mondiale, 60% de l'économie mondiale, c'est l'espace Asie-Pacifique. Alors... La France, pardon, je termine, est en première ligne. Ce n'est pas quelque chose de lointain. Nous y avons la Polynésie, nous y avons la Calédonie, nous y avons Mayotte, nous y avons la Réunion. C'est-à-dire que les Français, une fois de plus, sont en première ligne. Jean-Luc Mélenchon, si le nouveau Front populaire arrive au pouvoir, il y a quand même un président qui est là. Oui. Il y a quand même Emmanuel Macron, qui ne partage pas forcément toutes les positions que vous venez d'évoquer ici lors de cette émission. Oui. Vous faites, c'est comment, ça se passe comment la cohabitation? Est-ce que c'est une cohabitation? Oui, mais est-ce que c'est une cohabitation de combat? Est-ce que c'est une cohabitation de tension permanente? Je crois, moi, que l'intérêt, c'est que ça ne soit pas la tension permanente. L'intérêt du pays. Hein. À un moment donné, on a aussi des intérêts communs. Et puis, je veux dire tous, autant qu'on est français. Bon. Deuxièmement, la Constitution distribue les pouvoirs. Et elle donne le fin mot sur tous les sujets à l'Assemblée nationale. Même sur les questions de défense, puisque nous venons de les évoquer. Le président de la République est le chef des armées, mais il n'est écrit nulle part que c'est le chef des armées qui décide de ce qu'on fait des armées. Non, c'est l'Assemblée. Hélas, pas assez. De la même manière, pour la politique étrangère, le chef de l'État négocie et signe les traités. Mais c'est pas lui qui les décide. Et c'est pourquoi nous nous sommes abstenus, quand on est venu nous demander d'approuver un accord de sécurité qui avait déjà été signé par le président de la République à propos de l'Ukraine. Mais comme dans ce pays, on traite tout avec désinvolture, c'est à peine si on a discuté ce point qui est quand même essentiel. Personne ne lui avait demandé d'aller signer ce papier. De la même manière que l'accord avec le Canada de commerce, de libre-échange, a été rejeté par les deux assemblées, mais qui continue à s'appliquer. Madame, dans quel monde vivons-nous? Quel sera le niveau d'accession au pouvoir? Je précise. Jordan Bardella, vous le savez, a dit, moi, si j'ai pas de majorité absolue, je suis pas à Matignon. Est-ce que vous avez déjà écarté la question du Premier ministre? Je ne suis pas candidat, c'est pas ma question. Le nouveau Front populaire... Mais je veux bien que vous me la posiez. Hein. Vous serez Premier ministre? Ah non, mais vous m'avez... Alors, vous me tendez la perche. Merci, non, vous serez Premier ministre, Jean-Luc Non, Mélenchon? bien sûr que non. Je ne dis ni oui ni non. Je suis obligé, tout le monde peut le comprendre, de tenir compte de deux aspects, ou de trois. Le premier, c'est que je m'en sens capable. Vous m'en voulez pas trop. J'ai déjà été candidat à ça. Le deuxième, c'est que les partis de gauche, pour une raison qui leur appartient et qui me paraît assez surprenante, décident que non, c'est pas moi. Les dirigeants, hein. Parce qu'après, c'est une autre affaire. Et puis, troisième élément, c'est que moi, je souhaite que ça marche. C'est le paramètre fondamental. La grande force de gauche aujourd'hui dans ce pays, c'est le mouvement insoumis. Il doit donc faire preuve de responsabilité. Quand nous avons fait un accord, c'est nous qui avons donné 100 circonscriptions au Parti socialiste pour lui attendrir le cuir et faire qu'il accepte de signer le papier. Vous savez très bien que là, en direct, il y a des gens qui vous regardent, du nouveau Front populaire même certainement, et qui se disent « Pourquoi ne se met-il pas plus en retrait ?» Certains, vous le savez, Jean-Luc Mélenchon, vous reprochent un activisme médiatique néfaste pour la dynamique du nouveau Front populaire. Vous êtes en direct, vous leur répondez quoi? Oui, je vais vous répondre. D'abord, deux choses. On m'a déjà accusé d'omniprésence à une période où j'avais fait en tout et pour tout sur 4 mois 2 émissions. Après, il y a la perfidie qui joue. Mais si vous ne comprenez pas, si vous n'entendez pas, le fait que vous n'entendez qu'une chose, ceux qui disent débarrassons-nous de lui, admettons. Mais il y a aussi les millions de gens pour qui je représente une garantie, qui ont voté pour moi. Et pas si longtemps que ça, il y a 2 ans. Ou qui, encore aujourd'hui, n'ont pas confiance dans ceux qui ont amené la gauche au point de désastre où nous l'avons ramassé, nous, les insoumis, pour la ramener devant. Autrement dit, et pour que ce soit bien clair, il y a certainement des gens qui pensent que la ligne des insoumis et celle de Mélenchon, c'est trop. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que la ligne des autres, c'est vraiment pas assez. Et si nous nous entendons aujourd'hui plus simplement avec les écologistes qu'avec qui que ce soit d'autre, c'est parce qu'ensemble, nous avons un diagnostic commun sur la gravité de la crise écologique. Avec les socialistes, vous savez, on discute surtout de circonscription. Hein. Bon. Donc, les gens le savent, le sentent. Et vous savez très bien, donc en disant ça, certains vont dire, voilà, ils plombent un peu plus notre alliance. Oui, ben voilà, bien sûr. Tandis que m'insulter du matin au soir, me traiter d'antisémite, me laisser faire, ça ne nuit à personne. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose de pervers, et même
d'horrible dans ce piège dans lequel on voudrait m'enfermer. Si je me tais, c'est que je ne soutiens pas. Si je soutiens, c'est que j'en fais trop. Donc, nous allons mettre les choses à leur place. Il y a des gens qui ne m'aiment pas et d'autres qui m'apprécient. D'ailleurs, il y a 28% de gens qui ont une opinion favorable de moi. Si dans ceux qui ont une opinion défavorable de moi, vous enlevez les gens de droite et d'extrême droite, eh bien, vous retrouvez une situation assez ordinaire. Les gens de gauche disent « Ah ben cet homme est dans notre famille et il a aidé à son redressement ». C'est vrai que c'est devenu un vrai, comment dire, une vraie question de personne. Je ne sais pas si vous avez vu cet extrait, un reportage de Paul Larouturou pour TF1 LCI, il est auprès de François Ruffin. Je précise le cadre, il est dans un quartier populaire d'Abbeville dans la Somme. Il est interpellé par une électrice. Et il dit, François Ruffin, c'est pas un appui Jean-Luc Mélenchon ici, c'est plutôt quelque chose qui repousse les électeurs. Je pense que c'est un obstacle à la victoire du Front populaire. Voilà. François Ruffin doit quitter la France insoumise ? Ben, je crois qu'il en est parti tout seul, alors donc il n'y a même pas besoin de lui demander de la quitter. Il a dit qu'en toute hypothèse, il n'avait plus rien à voir avec ça. Nous l'avons investi. Je ne sais pas ce qui me vaut de sa part une telle hargne, parce que c'est parce que la France insoumise l'a investi une première fois et une seconde qu'il a été élu la première. Mais je ne dirai de mal de personne, même pas de François Hollande, qui vient pourtant d'en dire beaucoup de moi. Jean-Luc Mélenchon n'est plus dans le jeu, il n'est pas l'homme du consensus. Voilà. Alors le consensus n'est pas mon but. Je pense que c'est une idée qui n'est pas démocratique, le consensus. Je ne connais pas de dirigeant, de président, de premier ministre qui ait fait consensus en France. Ça n'existe pas. Le principe de la démocratie, c'est que des points de vue différents se confrontent et sont conduits à s'exprimer, à se trancher par des votes. C'est le principe de la démocratie. Le consensus, c'est la situation dans laquelle on est obligé de se taire. Celle d'ailleurs dans laquelle on voudrait me mettre. Donc, il ne faut pas juger de la situation de cette manière. Je crois que ceux qui m'agressent comme ils le font quand ils sont à gauche, commettent une erreur contre eux-mêmes. Car de nombreuses personnes qui peuvent hésiter, est-ce que je vote insoumis ou pas, ou est-ce que je m'abstiens, peuvent se dire, ah ben s'ils s'entendent pas entre eux, on va comme ça. Ou bien ceux qui sont insoumis, qui votent insoumis et qui le font parce qu'ils sont convaincus au bout de 3 élections présidentielles que le mouvement insoumis représente ceux qui les représentent le mieux. Ces gens peuvent se dire, mais pourquoi vais-je aller voter pour des gens qui insultent nos principaux dirigeants. Voilà pourquoi, moi je recommande qu'on arrête ça. On ne se rend pas service en faisant ça. Et puis, quand quelqu'un de droite ou d'extrême droite, et il y en a dans tous les milieux, je veux dire dans les milieux populaires aussi, disent « Ah ben Mélenchon, on ne veut pas en entendre parler ». Ben, peut-être bien, mais peut-être que dans d'autres milieux, c'est l'inverse. La confrontation. Et faut-il se repérer seulement sur les gens qui ne sont pas d'accord avec vous? Si on me dit, monsieur Mélenchon, vous avez tort sur ceci et cela, eh ben je m'explique. Et après, je convainc ou je ne convainc pas. Faisons confiance au dialogue, à l'activité, à la politique, alors, dans ce cas-là, de démocratique. Vous avez dit, on a besoin de la confrontation des points de vue. On va continuer un tout petit peu. Le nini revient sur la scène politique, Jean-Luc Mélenchon, mais pas comme on l'a connu avant. Là, il y a un nini qui monte. Cette fois, c'est ni le RN, ni LFI. Vous avez vu, j'en doute pas un instant, la tribune signée notamment par Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et Elisabeth Badinter. Elle est intitulée « Notre voix ne se portera ni sur un candidat RN, ni sur un candidat LFI ». Pour nos téléspectateurs, je précise, il est écrit « C'est peu dire que le Rassemblement national, dont les racines puisent dans les eaux les plus obscures de l'histoire, doit être combattu. Mais ces valeurs ne sauraient souffrir aucun compromis, fût-ce au nom d'un barrage contre l'extrême droite. Elles ne peuvent pas être laissées à la merci de ceux qui les ont malmenées depuis des années. Camouflés au sein d'un prétendu front populaire, les candidats de la France insoumise en trahissent jusqu'à son idéal historique. » Je vous laisse boire une gorgée d'eau pour pouvoir mieux répondre, Jean-Luc Mélenchon. C'est infâme, tout simplement. Car dire c'est la même chose, les Insoumis et le Rassemblement national, c'est infâme. Nous n'avons rien à voir les uns avec les autres. Le mouvement insoumis n'a pas été fondé par d'anciens SS, voyez-vous. Le mouvement insoumis lutte contre le racisme, toute chose que ne fait pas le Rassemblement national. Le mouvement insoumis ne contient pas de négationnistes. Il y a des candidats négationnistes, c'est-à-dire qui nient le massacre des Juifs par les nazis, etc. C'est donc infâme. Et les gens qui parlent, je mets de côté Madame Badinter, parce que j'ai à son égard une dette absolue. C'est d'avoir appris quelques-uns des rudiments du féminisme en la lisant, à l'époque. Hein. Maintenant, je lis d'autres personnes pour le féminisme. Mais les deux autres, Cazeneuve et Valls, sont des gens qui ont tué la gauche, qui l'ont amené au néant. Car si aujourd'hui le Front National est aussi puissant, on doit se demander pourquoi. Alors il y a des gens qui sortent les violons avec toutes sortes d'explications. Mais le vrai point de départ, c'est que pendant des années et des années, le Front National était faible, puis tout d'un coup il a grimpé, puis tout d'un coup il a grimpé. À quoi correspondent les croissances du Front National? À l'idée que la gauche et la droite c'est pareil. Et pourquoi ça s'est fait? Parce que la gauche et la droite
se sont mis à se comporter sur les mêmes règles économiques. Et la gauche comme la droite ont supprimé, prenons l'exemple de M. François Hollande, la loi El Khomri qui a scandalisé tout le mouvement ouvrier, c'est lui. La loi permis de tuer, c'est lui. Par conséquent, ces gens ont une responsabilité dans le fait du désespoir populaire. Je vais vous poser une question. Je termine juste en disant, pendant des années, ces gens ont fait comme si le Rassemblement national était la seule alternative. C'est lorsque moi je quitte le Parti socialiste que je crée d'abord le Front de gauche, puis avec mes camarades, avec des gens comme Coquerel et quelques autres, Martine Biard, nous avons créé tout ça. Et que nous avons créé ensuite le mouvement insoumis, que la gauche est revenue au premier plan. Et que moi, à 400 000 voix près, celle de M. Roussel par exemple, eh bien, j'aurais pu être au deuxième tour de l'élection présidentielle. Je vais vous poser une question. Je suis obligé de parler vite. Hein. Non, mais que je pose à beaucoup de mes invités. Beaucoup disent, vous l'avez peut-être entendu autour de vous, pour que le Rassemblement national en arrive à ce niveau-là, c'est que tout le monde a sa part de responsabilité. Tout le monde. Est-ce que vous dites, j'en prends ma part? Est-ce que vous avez des regrets, des remords, des questionnements et une autocritique? Non, c'est trop facile ça. Le Front national n'est pas une maladie, c'est un courant politique. Donc il ne s'est pas propagé, il s'est propagé parce que ceux qui auraient pu le bloquer ne l'ont jamais fait. Les médias qui l'ont encouragé, c'est par les médias que le Front national est entré dans les maisons, pas par les militants, ils ne militent pas. Les politiques qui ont montré que, par exemple, entre gauche et droite, il n'y avait pas de différence. Tout ça, nous avons tourné la page. Quand nous avons fait notre premier accord, l'accord de NUPES, n'est-ce pas ? La page a été tournée pour toute la gauche. Je fais quand même l'amitié de penser à mes amis qui ont signé, qu'ils croyaient à ce qu'ils signaient. Donc on a mis ensemble un programme de 600 mesures. Là, les socialistes ont dit, nous avons 3 points d'avance sur vous aux élections législatives, donc il n'y aura plus que 180 ou 200 mesures. Bon, on a fait ce programme. Mais c'est un programme qui est sur une ligne de rupture. Mais rupture avec quoi ? Avec la logique économique dominante. Et je peux vous dire une chose, c'est que je n'ai pas entendu une seule voix dans une quelconque des réunions de négociation du programme qui ait mis en cause le fait qu'il fallait mettre à distance les recettes économiques et politiques qui ont fait faillite. Donc le Front national est d'abord le résultat du fait que la gauche n'a été incapable de démontrer qu'elle était une alternative jusqu'à ce que nous arrivions. Vous avez jugé les attaques il y a quelques instants d'un femme vous concernant la France insoumise. Oui. Un harcèlement ignoble, injuste, infâme. Vous n'avez pas eu de mot assez dur déjà dimanche dernier sur les accusations d'antisémitisme dont vous êtes l'objet et l'ensemble de votre parti d'ailleurs. Quand même une question. Ces derniers jours, il y a 4 partis, les écologistes, les socialistes, les communistes et Place Publique, qui ont signé une charte contre l'antisémitisme qui engagerait tous les candidats. Elle prévoit notamment, là je cite, de sanctionner immédiatement ceux qui tiendraient des propos relativement antisémites. LFI ne l'a pas signé. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas de nature à apaiser, à donner des gages? Bien sûr. Non. Pourquoi pas. Et puis on pourrait... Non mais il y a un autre texte qui a été signé par tout le monde. Donc si vous voulez, ça c'est les embrouilles. Nous étions en train de terminer, de ce que j'ai compris, je n'ai pas participé à cette discussion, donc il se peut que je me trompe, je n'étais pas là, dans cette discussion. On nous a dit, ah ben tiens, il y a une charte qui est en préparation, 2 partis la signent, le Parti Socialiste et, je crois, pas le Parti Socialiste, Place Publique, monsieur et Glucksmann et les autres. Et à ce moment-là, on a dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On est en train de préparer un texte commun. Il y a un texte commun qui a été sorti. Donc il y a, si vous voulez, il y a quelque chose de... Je sais d'où vient cette mauvaise information. Quelque chose de pervers, à laisser entendre que malgré tout, il y aura un problème avec l'antisémitisme. C'est une attaque infâme et c'est surtout une erreur monstrueuse. Car si vous mettez un signe égal, ça veut dire que vous dites aux gens au deuxième tour, qui par exemple sont en face d'un candidat qui arriverait en tête et qui serait Rassemblement national. Et ensuite, un candidat ou une candidate insoumis, vous dites, tout ça c'est du pareil au même, débrouillez-vous. Donc, vous ferez élire le Rassemblement national. Autrement dit, la lutte contre l'antisémitisme est le prétexte à faire avancer l'idée que le Front national, le Rassemblement national, est un parti comme les autres et qu'il pourrait gouverner, ce que nous ne croyons pas. J'invite mes camarades à bien comprendre que quelle que soit la jalousie ou la compétition qui peut exister à gauche, surtout, on ne continue plus dans cette ligne qui est aberrante et qui dissuade les gens de se regrouper avec nous. Voyez-vous, j'ai entendu des choses horribles sur mon compte et je dois vous dire que sans doute est-ce la première fois de ma vie politique que je souffre de cette manière. Et je pense que ceux qui ont organisé ces campagnes le font pour me faire souffrir, pour m'humilier, pour peut-être me faire craquer, comme m'avait dit un jour M. Macron à l'Élysée. Eh bien, au-delà de ma personne, ça touche tous les dirigeants de la gauche, ceux qui apparaissent en première ligne, c'est mon tour.
c'est la vie qui est comme ça, ont toujours fait l'objet de campagnes de diffamation. De Jean Jaurès, j'étais loin. Laissez-moi terminer. On a dit qu'il était un agent de l'Allemagne. On l'a dit répété. Elle a fini par l'assassiner. Léon Blum, on a dit qu'il avait une vaisselle d'or et qu'il était au service de puissance. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Il a été frappé dans la rue. Nous avons tous été insultés à tour de rôle, méprisés, pris à revers de ce que nous sommes. Ma vie entière est une vie de lutte contre le racisme. Pour une idée maintenant qui est simple à comprendre. Le racisme, c'est une politique qui cherche à injecter dans la tête du peuple le fait qu'il y a des différences indépassables entre des individus à cause de la religion ou de la couleur de peau. Nous ne pouvons gagner qu'en unissant le peuple. Si nous unissons le peuple, nous avons gagné parce que c'est le plus nombreux. Vous exprimez... comment dire, une atteinte peut-être comme jamais. C'est-à-dire que vous êtes atteint par ce qui est en train de se passer, vous êtes atteint par les accusations. La campagne, si c'est ce qu'on comprend, la plus dure que vous avez menée jusqu'à maintenant, vous dites c'est pour me faire craquer. Est-ce que pour la première fois, vous vous dites je pourrais craquer ? Il y a en effet des jours où c'est extrêmement pénible à supporter, mais je me cherche des points d'appui, comme toute personne qui est dans la difficulté dans la vie. Un homme, une femme rencontrent des moments difficiles dans l'existence et on se cramponne. Est-ce qu'il y a des moments quand même de remise en question ? Est-ce que vous vous refaites le film et vous dites ce Madame, mot-là, je vais vous donner un exemple. Vous êtes une femme, vous avez entendu pendant toute votre jeunesse, tu vas te calmer, on dit aux filles, mais arrête, tu es une hystérique. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, peut-être que je suis ce que le miroir voudrait que je sois ? La première acte de résistance, c'est de ne pas accepter que le regard de l'autre vous institue dans tel ou tel rôle. Ils peuvent me traiter de raciste et d'antisémite tant qu'ils veulent, bien sûr c'est douloureux. Mais ça ne fera jamais de moi un raciste. Et il est donc inutile d'espérer de moi des excuses que je n'ai pas de raison de présenter. Par contre, je comprends la manœuvre. Et je vois surtout la faiblesse de ceux qui y cèdent. Et c'est ça qui me rend le plus malheureux. Je me dis, ils devraient être groupés pour essayer de me défendre, nonobstant les divergences qu'ils peuvent avoir avec moi. Et souvent, ils ne le font pas. Mais ce qui me réconforte, c'est que dès que je mets les pieds en milieu populaire, oui, je reçois cette aide et cette affection. Et c'est ça qui m'aide le plus. Je voudrais qu'on en revienne aux décisions que les électeurs doivent prendre Il vaut mieux. Très rapidement, dans l'urgence. Quelle consigne le 30 juin au soir, Jean-Luc Mélenchon ? Quelle consigne ? 200 personnalités de gauche du centre prônent un accord de désistement face au RN. Là, je peux citer le patron du PS, Olivier Faure, la chef des écologistes, Marine Tondelier, Clément Beaune, Laurent Berger, l'ancien patron de la CFDT. Et pas vous. Là encore, pourquoi ? Et quelle serait votre consigne, soyons clairs, au soir du 30 juin ? Vous avez commencé par dire, pas nous, mais personne ne nous l'a proposé. D'accord, bon, comme ça, on sait pourquoi. Non mais voilà, c'est comme pour l'histoire de la charte, on a découvert que c'était en train de se faire, alors qu'on était en train de faire autre chose. Et donc vous ? Donc, non mais... Pardon, commençons. C'est pas un détail. Vous lancez quelque chose comme ça. Alors allez-y. Vous commencez par dire, et pas vous, ce qui introduit le doute sur qui nous sommes. Alors, donc je veux avoir le temps de dire que cela ne nous a pas été proposé. Nous sommes une organisation responsable. Nous refusons de sauter à la corde de la politique fiction. Il faut le comprendre. Nous devons partir des situations réelles. Nous, il n'y a aucune surprise dans notre comportement. Depuis toujours, en toutes circonstances, les insoumis, et auparavant l'homme que j'étais, lorsque j'étais socialiste, se sont opposés au Rassemblement national et ont toujours refusé que l'on vote pour lui. Aux 2 dernières élections présidentielles, la dernière j'ai même répété, vous savez que maintenant le Rassemblement national me reproche d'avoir fait élire M. Macron. Alors les autres me reprochent de ne pas avoir dit le nom de M. Macron, mais moi j'ai dit il ne faut pas voter Rassemblement national. Il ne faut pas voter Rassemblement national. Après, la différence entre bon nombre de chefs politiques et moi, c'est que je ne prends pas les gens pour des imbéciles. Ils savent réfléchir, ils savent adapter, interpréter en fonction de ce qu'ils ont sous les yeux dans leur circonscription. Ne prenons pas les Français pour des enfants à qui on tient la main et qui, si on leur tient pas la main, ne savent pas quoi faire. Donc pas de consigne non, à j'ai vos pas dit troupes, ça. aux Français. Non, mais je vous pose la question. Ah, c'était une question, non, mais ça. est-ce que je vais plus loin ? Parce que c'est le ton sur lequel vous le dites. Donc, pas de consigne, etc. Mais est-ce que ça va jusqu'à, effectivement, que pensez-vous de ceux qui disent il faut se désister, mais il faut en plus appeler à voter pour le candidat de la droite ou du centre ? Écoutez, vous verrez tout ça dimanche soir. Ce que je peux dire à tout le monde, la seule inconnue de ce scrutin, ce n'est pas nous. Parce que nous, les Insoumis, tout le monde sait qu'ils ne voteront jamais Rassemblement national et que jamais ils ne laisseront passer. Dimanche soir, on vous dira exactement comment faire.
Parce que on ne va pas en surcharger cette émission qui se transformerait en de la politicaille. Il y a le cas où c'est le RN qui arrive en tête. Il y a le cas où c'est un macroniste qui arrive en tête. Il y a le cas où l'insoumis arrive en tête. Ce sont des situations complètement différentes qui vont se présenter dans les triangulaires. Et nous avons commencé à y réfléchir en regardant le tableau. Dimanche soir, nous vous dirons très clairement quelque chose. Mais ce que je peux vous dire dès maintenant, c'est qu'il y a deux questions. L'une, j'y réponds. En aucun cas, jamais, aucun électeur insoumis, j'en suis certain, ne donnera sa voix au Rassemblement national. Jamais, nulle part. Et nous leur dirons que personne n'aille faire cette bêtise, quel que soit son motif. Et la deuxième, c'est que font les macronistes? C'est la seule inconnue. Les macronistes ont établi un lien entre Rassemblement national et France insoumise. Autrement dit, non seulement ils font une abomination qui revient à aider le Front national, mais en plus ils voudraient trier à l'intérieur des membres du Front populaire pour dire celui-ci oui, celui-là non. En vue de quoi? Pourquoi font-ils ce tri? Sous prétexte de grands principes. En réalité, parce qu'ils espèrent, mais ils se trompent, qu'après ils vont trouver une combinaison possible. La question que vous me posiez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites le 8, le 9, le 10, le 11 Eh bien, nous verrons en fonction de la situation. Mais ce dont je suis certain, c'est qu'il n'y a pas un seul élu du Front populaire qui acceptera d'aller dans les combines avec M. Macron. De cela, je suis sûr. Et je demande qu'on l'entende. C'est la raison pour laquelle je dis aux gens, et surtout à toute cette partie des milieux populaires qui s'est abstenue pendant tant d'années, et à toute cette partie de la jeunesse qui s'abstient, et à toute cette partie de la gauche qui, dégoûtée par le spectacle de la gauche, a fini par cesser de voter. Je leur dis, allez voter. Et prenez une décision claire. Aidez-nous à avoir la majorité absolue. Parce que tous les autres problèmes se régleront facilement. Le programme existe. Si nous avons une majorité, nous aurons un gouvernement. La question du Premier ministre n'est pas la question numéro 1 qui nous est posée. La question numéro 1, c'est gagner et appliquer le programme. Il y a un autre sujet quand même majeur, c'est que quel que soit le résultat, les Français plus que jamais font confiance au Rassemblement national. Leur score augmente. Ça, c'est un fait. Non, attendez. Non, madame. Pardon, ce n'est pas un fait. Un tiers des Français, d'après les sondages, font confiance au Front national. Ce qui signifie que les 2 tiers ne le font pas. Alors il faut arrêter le numéro qui consiste à sans arrêt valoriser le Front national. Par exemple, moi, vous pourriez dire, les Français font de plus en plus confiance à la France insoumise. Est-ce que vous le savez? Pardon, ça va se résumer en un chiffre. Le total Vert plus PS perd 440 000 voix aux européennes. Nous en gagnons 1 million. Le temps nous est compté. Ah, pardon, ça file vite, il nous reste 2 minutes. Comme ça, je suis extrêmement précise. Je voulais savoir si vous comprenez ces électeurs qui font confiance au Rassemblement national. Comment parler à ces électeurs? Il y a beaucoup d'ouvriers. En 2 minutes, hein. Oui, il y a beaucoup d'ouvriers. Oui, je sais, c'est compliqué. Peut-être autour de vous. Comment on leur parle? Mais madame, mais nous l'avons fait. Vous raisonnez avec des catégories qui n'existent plus. Ouvrier, c'est un ensemble qui va d'une paye à 3 000 balles à une paye qui est même pas au SMIC. Ce qui compte, c'est le peuple versus l'oligarchie. L'oligarchie, c'est la poignée des milliardaires qui tiennent les médias, qui tiennent tout dans ce pays. Et le peuple, c'est tous ceux qui ont besoin des réseaux collectifs pour vivre, qui ont besoin de l'école publique, qui ont besoin de l'eau potable publique, de l'électricité publique, qui ont besoin pour vivre. Voilà le grand choc. Et dans ce grand choc, madame, les villes et les quartiers les plus populaires et les plus pauvres votent massivement pour les insoumis. Et ça, c'est notre sujet de fierté. Parce que nous avons redonné une perspective politique à des gens qui étaient non seulement effacés de la politique, mais vous venez de le refaire, effacés socialement. Pour vous, le peuple n'existe pas. Il y a des... Pour vous, madame, je comprends pas vous, c'est pas le sujet. Mais je veux dire, pour tous ceux qui brandissent ces catégories, ils ignorent, comme tout à l'heure, le SMIC. Je dis le SMIC, vous parlez le SMIC, le SMIC, le SMIC. On parle des femmes dans ce pays. Voilà. Eh bien, à chaque fois, il faut penser qui sont les gens, quelle est leur vie, quelle est leur attente. Les gens, qu'est-ce qu'ils attendent? Des petits bonheurs. Point. J'ai aucun doute. C'est pas vous. C'est la formule qui m'amène à dire vous. La question, vous allez me la balayer, vous allez voir. Bon, j'ai aucun doute sur la question, parce que vous n'aimez pas la politique fiction, vous l'avez répété à plusieurs reprises dans cette... Mais quand même, je vais vous la poser. Si le Rassemblement national arrive au pouvoir, vous accepterez le résultat des urnes ou vous dites qu'il faut entrer en résistance, et si oui, de quelle manière? Entrer en résistance, c'est évident. Morale, par exemple, les fonctionnaires vont tous être confrontés à leur propre statut, le statut des fonctionnaires, qui leur interdit, ils sont considérés comme responsables de ce qu'ils font. Mais ils ne sont responsables, je veux dire, prenons le par l'autre bout, s'ils
acceptent un ordre qui comporte un aspect illégal, ils sont personnellement responsables. Donc chaque fonctionnaire devra se demander si l'ordre qui lui est donné est légal. Par exemple, un instituteur à qui on dirait il faut que tu vérifies si tous les enfants qui sont dans ta classe ont des parents qui ont des papiers. Et c'est un ordre qui est illégal. Par conséquent, ils ne l'exécuteront pas, et ainsi de suite. Ensuite, il y a des hauts fonctionnaires qui refusent d'être considérés comme des suspects à cause de leur double nationalité. J'ai vu une tribune dans Le Monde par un jeune diplomate qui s'appelle Mohamed Bouabdallah, qui est une personnalité de premier plan à mes yeux, compte tenu de ce qu'il dit. Il a négocié l'accord sur le nucléaire avec l'Iran au nom de la France. Il transmettait les consignes et il les a organisées avec les diplomates au Conseil de sécurité, et qui dit maintenant, moi, c'est insupportable que vous mettiez en cause ma loyauté à la patrie des Français, dont il est. Par conséquent, il y a plein de gens qui vont être dans une attitude personnelle de résistance morale et légale. Quant au reste, madame, les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Si les Français décident de mettre M. Bardella comme Premier ministre, eh bien, il ne faudra pas ensuite qu'ils viennent pleurer qu'il leur a mis la retraite à 66 ans. Parce qu'il leur a dit hier soir. Et il leur a dit qu'il ne leur donnerait pas la baisse de TVA sur les produits de première nécessité. Donc je réponds à votre question. Comment peut-on guérir les gens du Rassemblement national en les ramenant dans la réalité ? Je vous remercie Jean-Luc Mélenchon, c'est la fin de cet entretien. Merci d'avoir été notre invité. Excusez-moi de débit de parole que je suis obligé de prendre. D'abord, il fait horriblement chaud avec ces éclairages, n'est-ce pas? Je le reconnais. Et deuxièmement, on a tant de choses à dire qu'on regrette toujours celles qu'on n'a pas eu le temps de dire, vous le savez bien. On a eu du temps, on s'est dit quand même beaucoup de choses. Vrai. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous pour votre art de me poser des questions sans m'agresser.